Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ski. On revient sur Piste Verte, épisode numéro 4, Piste Verte un peu particulier. Normalement on parle de beaucoup de disciplines des sports d'hiver. Là aujourd'hui on va se concentrer sur une compétition, c'est la Coupe du Monde qui s'est déroulée. C'était le ski de fond avec le Tour de ski. On fera également un épisode spécial sur la tournée des 4 tremplins, donc ça sera je pense plutôt demain au niveau de la diffusion parce que j'ai encore Bischoffer, la fin de Bischoffer à regarder du côté de la tournée des 4 tremplins. Et puis l'épisode 6, lui, reviendra sur la semaine dernière qui s'est écoulée. On parlera encore de ski, mais il y aura beaucoup de choses à voir, en sachant qu'il va y avoir des petits changements par rapport au programme, vu qu'il y a des compétitions. En fait, je crois qu'il va y avoir une semaine ou 2 semaines où il n'y aura pas de piste verte, parce qu'il y aura très peu de compétitions, ou des pistes vertes vraiment très courtes, parce que voilà, il va y avoir des compétitions en moins. Le Tour de ski, pour ceux qui ne connaissent pas, on va revenir dessus et puis on parlera de la compétition qui s'est déroulée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et on commence tout de suite donc avec le Tour de ski. Qu'est-ce que c'est le Tour de ski? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition qui a été créée il y a 16 ans, compétition, première édition il y a 16 ans. C'est en fait, on prend le principe du Tour de France. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes et en fait c'est le classement, le temps est pris sur chaque étape et on a un classement général qui se fait à l'arrivée. Et en fait, au lieu d'avoir une Coupe du Monde où normalement vous avez une épreuve et les points qui tombent à l'arrivée, les points ils tombent à la fin du Tour de ski. J'espère que c'était assez compréhensible. Donc cette année il y avait 6 étapes, il y avait 2 sprints pour 4 épreuves, on va dire, plus classiques. Les 2 sprints, il y en avait un Lanzerheide 2 pour démarrer la compétition le 28 décembre et un le 1er janvier. Il y en avait un en style libre, un en style classique. Et puis il y avait également 4 épreuves, on va dire, de longue distance, dont une épreuve de contre-la-montre, c'était la poursuite de Lanzerheide, où c'était sur 10 km pour les femmes et 15 km pour les garçons. Et puis il y avait 3 départs massifs, mass start, 2 du côté, 2 du côté de Val di Fiemme et une du côté d'Oberstdorf. Oberstdorf, c'est en style libre. À Val di Fiemme, on avait une épreuve en style classique et une épreuve en style libre. Donc on va revenir sur le classement général et sur les différentes épreuves et puis on parlera également des Français du côté du classement général. On va commencer par les filles. Neprayeva qui s'est imposée. Neprayeva qui a vraiment pris l'avantage à partir de la 3e étape, je dirais, quand elle a réussi à s'en sortir plutôt pas mal sur le style libre. Et puis après, elle a remporté notamment l'épreuve de sprint. C'était l'étape 4. Où là, elle a fait vraiment très mal à ce moment-là, où elle a dominé complètement. Et puis, elle a également remporté ensuite l'étape 5, où elle fait aussi la belle opération du jour, surtout par rapport à Jessie Diggins à ce moment-là. Et puis lors de la dernière journée, elle a plutôt limité la casse, elle a perdu un peu de temps, mais elle avait plus d'1 minute d'avance avant cette dernière étape. Donc elle s'est plutôt très très bien débrouillée, Neprayeva, qui a été très régulière également sur l'étape 2 où elle prend la 3e place, même si c'est à 30 secondes de Kerttu Niskanen qui ce jour-là a fait quand même une sacrée performance. Mais voilà, elle a fait vraiment un parcours très régulier. Et puis elle est tombée face à des adversaires qui n'étaient pas forcément incroyables. Ça va être Jessie Diggins, elle finit à 3 minutes 15. Niskanen, bon, elle a réussi grosso modo que l'épreuve du 2e jour. Donc elle est tombée face à des adversaires peut-être un peu moins fortes qu'elle. Et elle a surtout été très très régulière pendant cette semaine, Neprayeva. Donc au bout des 2 heures de compétition, parce que sur les 6 jours, ils ont quand même fait 2 heures de ski de fond, eh bien Neprayeva s'est imposée sans forcément être menacée. C'est vrai qu'elle n'a pas été vraiment très menacée pendant toute cette semaine de compétition. On continue avec la 2e place de Ebba Andersson qui a très bien fini. Ebba Andersson lors de la dernière journée de compétition où elle finit 2e derrière Heidi Weng dans le final, mais elle a été très régulière pendant toute la semaine, notamment en prenant des points, des secondes de bonification lors du contre-la-montre
lors de la Mastart de l'étape 5. Elle avait fait aussi, Ebba Andersen, un très bon 10 km style libre du côté d'Oberstdorf. Même le style classique, elle est deuxième derrière Niskanen. Donc là aussi, il y a une très belle régularité pour la Suédoise. Elle finit également quatrième du classement des sprints, derrière Ekström, Diggins et Neprajeva. Donc là encore, vraiment une belle semaine de compétition pour Ebba Andersen, surtout sur les longues distances plutôt que sur le sprint. Elle a été très forte et voilà, elle finit à 46 secondes, plutôt un très très beau score. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très très belles qualités dans cette skieuse de fond. Et puis on a à la troisième place Heidi Weng, peut-être un peu moins régulière, Heidi Weng, qui profite surtout de la dernière étape pour reprendre du temps. Elle a eu un début de tour de ski pas exceptionnel, Heidi Weng. Puis elle a progressé au fur et à mesure de la semaine, elle finit très fort, notamment avec la montée de l'étape 6, où vraiment elle suit Ebba Andersen avec une belle facilité, et puis elle décide de l'attaquer, on va dire, dans les 500 derniers mètres. Mais elle avait déjà fait un bon 10 km le jour d'avant du côté de Val di Fiemme, mais ça a été un peu plus compliqué pour Heidi Weng. C'est en début de semaine, notamment sur le 10 km style classique lors de l'épreuve 2, où elle avait perdu pas mal de temps, notamment sur Niskanen, mais également sur Neprajeva, parce qu'au final l'écart, je crois, est de 1 minute 7 secondes, et je pense que vraiment sur les 2 premiers jours, elle prend un peu un éclat à ce moment-là, et elle finit plutôt très fort, Heidi Weng. Mais là encore, elle avait trop de retard par rapport au début de compétition pour vraiment lâcher Neprajeva. Ensuite, on retrouve Krista Parmakowski, la Finlandaise à 1,48. Parmakowski, on ne l'a pas trop vue pendant cette semaine de compétition. Elle est un petit peu dans l'ombre, un petit peu, on pourrait dire, la fille invisible, mais elle a plutôt très bien marché. Donc là encore, une belle régularité du côté de la Finlandaise, un peu meilleure quand même en style classique qu'en style libre, Parmakowski. Voilà, elle a fait vraiment du bon travail. On voit, elle est un peu plus loin que les autres, même au classement des sprints, Parmakowski, mais elle a fait plutôt une bonne semaine de compétition, 4e sur le style classique de Lanzerheide. Elle est également présente sur le 10 km style libre à Val di Fiemme, et puis également à l'arrivée, elle finit à 6e de la montée de l'étape 6 de Val di Fiemme. On a également Niskanen qui pourtant était bien parti quand même après l'étape 2, parce qu'elle fait vraiment une très très belle impression ce jour-là sur le style classique, où elle colle quand même 18 secondes à Ebba Andersen, et Neprajeva à 30 secondes ce jour-là. Jessie Diggins est au-delà de la minute lors de cette étape, donc Niskanen avait 19 secondes d'avance à ce moment-là. Pas Niskanen, Kerttu Niskanen, pardon, avait 18 secondes d'avance ce jour-là. Le problème, c'est qu'ensuite elle a perdu pas mal de son avantage sur les journées d'après, notamment en style classique, où elle est moins forte en style classique que d'autres de ses adversaires. Du côté du top 10, on retrouve ensuite donc Tatiana Sorina, qui a aussi plutôt fait une semaine intéressante, Stadlober, Jessie Diggins, qui avait remporté le Tour de ski l'année dernière. Ça a été un peu plus compliqué cette année pour elle. Elle a été très forte sur les sprints, notamment le sprint en style libre. Là, elle a fait vraiment une démonstration sur cette première étape. Ça a été plus compliqué, je trouve, sur les Mastart. Même en style libre, où j'ai trouvé un peu plus en difficulté sur les plus longues distances. Voilà, après on est à un mois des Jeux Olympiques, donc au niveau des préparations, parfois on n'est pas encore au top. Même s'il va falloir se méfier du côté de la Coupe du Monde de ski de fond, parce que 2 étapes sont annulées du côté des Rousses, où il devait y avoir notamment 2 sprints. Un sprint et une poursuite 15 km. Normalement, du côté des Rousses, c'est également annulation de Planica, où il devait y avoir un skiathlon, et également un sprint en classique lors de cette épreuve. Donc on se retrouvera pour le ski de fond qu'aux Jeux Olympiques. C'est un peu particulier, on a un mois de janvier qui sera au final très calme. C'était déjà prévu que le mois de janvier soit assez calme, mais là il sera très très calme, avant de réattaquer du côté
de Lahti, Drammen, Oslo et Falun avant les finales en Russie pour la fin de saison. On a quand même cette année, je dirais, une particularité, c'est d'avoir un programme assez calme pour cette saison 2021-22 en ski de fond. On a eu des saisons un peu plus chargées que ça. Cette année, il n'y a que 23 manches au final, dont 6, je rappelle, dans ce tour de ski, donc c'est un peu plus calme que d'habitude. Je continue du côté du ski de fond et du côté des filles. On va parler des Françaises dans cette compétition. On avait notamment Delphine Claudel. Delphine Claudel, elle finit 11e à 4 minutes 49 devant notamment Lampic, devant Mathilde Talot, devant Charlotte Cala aussi. Donc c'est plutôt une belle performance. Alors il faut relativiser quand même sur Delphine Claudel. Ça se passe surtout très bien sur 2 journées. Les 2 journées, on va dire en master en style libre, où elle a vraiment été très très forte, où elle finit 9e de l'étape numéro 3 et elle finit surtout 3e de la dernière étape du côté de Val di Fiemme. Donc là vraiment une très très belle journée où elle finit très très forte, Delphine Claudel. Donc voilà, une 11e place, c'est plutôt intéressant. J'ai l'impression qu'elle prend un petit peu du grade Delphine Claudel depuis quelques semaines et que ça se passe de mieux en mieux. On avait également d'autres Françaises au départ mais qui ont fini un peu plus loin du côté des autres Françaises qui étaient dans cette compétition. On avait Coralie Benz qui a fini 29e à 8 minutes 28 derrière Ekaterina Smirnova ou Janatova. Du côté de Coralie Benz, il y a eu des sprints compliqués. Par contre, elle fait du skating plutôt intéressant où elle est 2 fois dans le top 25. Donc ça, c'est intéressant pour elle. Et puis Flora Dolci, elle finit 34e à 9 minutes 31, à 9 minutes 33, pardon, Flora Dolci. Là aussi, un petit peu compliqué. Elle finit plutôt pas trop mal, je dirais, avec la 20e place, mais la semaine n'a quand même pas été facile. Après, Enfin, j'ai dit la semaine dernière dans mon piste verte, normalement on ne devrait pas avoir de médaille du côté des Françaises lors de ces Jeux Olympiques en ski de fond. Il faudra plutôt suivre les garçons si vous ne suivez que les médaillés. Par contre, il y a des possibilités, pourquoi pas de faire un top 10 pour Delphine Claudel, donc on suivra ça quand même avec attention. Je passe aux garçons. Klebe imbattable du côté des garçons. Il n'y a pas eu vraiment de surprise sur la course des garçons. Alors déjà du côté des filles, Neprayeva a quand même un peu tué le match lors de la 5e étape. Autant Klebe, lui, il avait tué le match déjà bien avant. Il a fait une démonstration sur cette semaine de compétition. Il gagne quand même avec 2 minutes d'avance sur Bolchunov et il n'a pas forcé son talent lors de la dernière étape. Du côté de cette montée finale à Val di Fiemme. Que dire pour Johannes Klebe, à part qu'il a été incroyable. Les sprints, vraiment, je vois pas qui peut le battre cette année au niveau du sprint. Vraiment, il a 20 mètres, 30 mètres d'avance, il relâche. Alors les sprints en classique, il a, avant la dernière ligne droite, il a 50 mètres d'avance. En sprint classique, quoi. On est quand même sur une discipline où on est sur du 2 minutes 30 quand même d'effort. Énorme. Ce qu'il a fait sur le sprint classique quand même, sur cette journée numéro 4, ça a été assez incroyable. Il a dominé la journée. Il y avait vraiment personne qui était en capacité d'aller le chercher. Et puis après... voilà, le sprint déjà traditionnel, il était fort aussi face à Richard Jouve et Chanava en style libre, mais il a été vraiment incroyable pendant toute la semaine. Klebe, même sur le 15 km en contre-la-montre, il perd que 34 secondes sur Niskanen, et pourtant Livo Niskanen fait une très belle journée. Dès le lendemain, il regagne le 15 km style libre vraiment avec une grosse facilité. Donc, comme j'en ai parlé, le sprint classique où là il a complètement dominé. Vous avez également l'étape 5 où alors en plus il a eu l'avantage, c'est que l'étape 5
ça a commencé à être à rouler fort, j'allais dire, à taper fort dans les skis très tôt en course, c'est-à-dire au bout d'un tour et demi grosso modo, donc au bout de 3 km de course, vraiment ça a accéléré très fort et la course a été très rapide et là donc c'était vraiment pour lui, dans ce genre de conditions on a plutôt été fort et puis sur l'étape finale, bon bah voilà, il a contrôlé, on va dire tranquillement Bolchunov pour finir 5e à 34 secondes. Mais vraiment, il a été assez incroyable sur cette semaine, Klébo. Je vois difficilement qui va pouvoir le battre quand même sur le sprint aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y a une jambe au-dessus de tout le monde. Derrière, Bolchunov, qui est performant depuis le début d'année. À un moment, il était même en tête de la Coupe du Monde. Bolchunov, un court instant du côté de Ruka. Là aussi, ça a été plutôt rapide pour le Russe. Il a fait du bon travail. Niskanen, en classique, il est fort. Dommage qu'il n'y a pas que du classique sur le tour de ski, qu'il y a aussi du skating pour l'Ivo Niskanen, mais ça a été aussi très intéressant ce qu'il a fait, notamment sur le contre-la-montre du deuxième jour, où il a fait vraiment une très très belle journée. Il n'y a pas eu grand-chose vraiment à jeter de cette étape numéro 2, donc ça, c'est intéressant parce qu'il y aura quand même du classique, je rappelle, aux Jeux Olympiques. Mais voilà, il a manqué 2-3 petits trucs, ce qui est un peu dommage pour ce côté-là, parce que il lui manque pas grand-chose, quoi. Il lui manque pas grand-chose, mais je rappelle que le 15 km, ça sera du classique aux Jeux Olympiques cette année. Donc ça va être intéressant, parce que le sprint sera en style libre, le sprint par équipe sera en style libre, il y aura le relais 4 x 10 km, le skiathlon, le 50 km ça sera en style libre et le classique ça sera le 15 km pour les garçons, alors que pour les filles on sera sur du classique au sprint par équipe, parce qu'il y a la petite différence, la petite variante entre les deux. Mais oui, Niskanen sera favori sur cette épreuve-là. Je pense que si Klébo veut faire remporter toutes les épreuves, c'est peut-être là où il sera le plus en difficulté, je pense, du côté des Jeux Olympiques de 2022. Je continue avec derrière, donc on a Spitsov. Finit bien la compétition Spitsov, un peu difficile en début de semaine. Paul Goldberg, assez inconstant, il finit à 4-8, à un moment il était bien classé mais il a été assez inconstant, c'est un peu comme Eric Valnès aussi, bien classé jusqu'à Val di Fiemme, puis après il a complètement explosé. On a Yakimushkin qui finit 6, Townsend qui finit 7, et puis Kalle Alfvarsson qui finit 10e. On va revenir sur les Français. Cette année, pas de Français dans le top 10 au niveau du classement général. Le premier Français, c'est Hugo Lapalus qui finit 15e à 6 minutes 20. Hugo Lapalus qui a fait une très belle épreuve le troisième jour en mass start où il finit dans le top 10. Il a été plus en difficulté au niveau des sprints. C'est vraiment pas sa spécialité à Hugo Lapalus, notamment le premier jour. Il finit 104e. On avait également Clément Paris, un peu plus en difficulté je trouve sur cette semaine de compétition que l'année dernière. L'année dernière je crois qu'il avait fait 9e au classement général, là ça a été un peu plus difficile pour lui, mais il y a eu quand même une belle régularité je dirais dans le top 30 pour Clément Paris, donc ça c'est quand même assez intéressant à souligner. Et puis les deux Français qui ont fait du sprint, eux avaient lâché la compétition avant, que ça soit nos deux Français, Lucas Chanava lui avait abandonné après Oberstdorf, après Landereise à Oberstdorf, il n'a pas participé. Pareil pour Renaud Jay et pareil pour Richard Jouve qui avait abandonné après cette compétition du côté du sprint, et aussi abandon pendant cette semaine de Jules Lapierre et de Adrien Backscheider. Eux ils ont abandonné avant le sprint classique du côté d'Oberstdorf. Du côté des Français en sprint, on voit il y a des capacités de faire médaille. Le titre, ça me semble compliqué parce que très clairement, quand on voit le niveau de Klébo, ça semble compliqué. Par contre, une médaille, c'est jouable. Quand on voit le sprint qu'ils ont fait et la compétition qu'ils ont fait en libre lors de la première journée, c'était vraiment très très intéressant du côté des Français. On finit avec le classement général de la Coupe du Monde de ski pour le moment.
pour faire un petit point si je l'ai. Oui, je l'ai. Du côté du classement général, c'est Klébo qui est largement en tête avec quasiment 300 points, 400 points d'avance sur Bolchunov. Ensuite, on retrouve Eric Valneff. Le premier français, c'est Richard Jouve qui est 8e. Du côté des filles, c'est Neprayeva qui est en tête devant Eba Anderson, Jessie Diggins. Et ensuite, on retrouve Heidi Wengs pour le top 4. On a ensuite le classement sur la distance. Là, c'est Bolchunov qui est en tête devant Klébo, mais l'écart est assez réduit avec 40 points d'écart entre les deux. Chez les filles, c'est Frida Karlsson qui est en tête devant Thérèse Joog et Heidi Weng, avec une Eba Anderson qui remonte bien au classement comme Neprayeva. Puis au niveau du classement du sprint, Klébo est en tête devant Richard Jouve et Terentiev chez les garçons et Dahlqvist, Lampic et Diggins du côté des filles. Donc, du côté du ski de fond, on se retrouvera, on en parlera qu'aux Jeux Olympiques, au final, avec les multiples annulations. Sinon, donc, prochain piste verte, ça sera sur la tournée des 4 tremplins. Et puis ensuite, on reprendra, on va dire, du multisport. D'ici la fin de semaine, il y aura donc encore 2 pistes vertes, normalement, cette semaine. Un demain, je pense, et un plutôt vendredi ou samedi pour l'autre piste verte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!